Bonjour et bienvenue sur la chaîne Destins croisés. Avant de commencer, appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi pour que nous puissions continuer à créer des histoires comme celle-ci. C'est parti! Sur une route départementale entre Périgueux et Brive-la-Gaillarde, un patrouilleur de la Gendarmerie nationale, l'adjudant-chef Morel, roulait à vitesse réduite dans le fourgon banalisé lorsqu'un motard à la silhouette tendue passa à vive allure dans un virage limité à 70. À ses côtés, la jeune gendarme Léa Besse, récemment sortie de l'école de Montluçon, leva les yeux de sa tablette. « Il est à combien » ? 94 et pas de plaque à l'avant. Sans hésiter, Morel alluma les gyrophares et enclencha la sirène 2 tons. Le motard, vêtu d'un blouson noir, d'un casque intégral et de gants renforcés, ralentit sans paniquer, puis se gara sur le parking désert d'une station-service Total, à l'entrée de Saint-Pantalidan. Morel et Besse descendirent du véhicule. D'un ton ferme mais poli, Morel demanda « Papier du véhicule, permis, carte grise ». Le motard, jeune homme d'environ 25 ans, retira lentement son casque. Cheveux ras, regard clair, il semblait calme. Trop calme. « Je ne les ai pas sur moi, mon capitaine. » Morel fronça les sourcils. « Vous m'appelez capitaine » ? C'est adjudant-chef. « Non, prénom » ? « David » ? « David quoi » ? Silence. « Juste David. »« Vous vous fichez de moi » ? Allez, au sol, main sur la tête. Besse, visiblement nerveuse, dégagea déjà ses menottes. Le jeune homme leva les mains, paisible. « Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. » À peine ces mots prononcés, un grondement sourd se fit entendre derrière les collines. Un bruit mécanique, lourd, impossible à confondre. Les deux gendarmes échangèrent un regard, hésitant entre confusion et instinct de fuite. 5, 10, puis 15 véhicules militaires blindés des 1V importés pour usage autant surgirent de la route forestière. Le cortège, drapeau tricolore et insigne de la Légion étrangère sur les flancs, encercla la station. Un silence de plomb s'installa. La portière du premier 1V s'ouvrit brusquement. Un capitaine de l'armée française descendit, le képi sous le bras, uniforme impeccable. Il s'avança droit vers Morel. « Votre nom, mon adjudant » ? Morel, capitaine. Nous procédions à un contrôle. L'individu ne présente aucun papier. Le capitaine se tourna lentement vers David, puis lança « C'est un opérateur spécial sous directive du commandement interarmé. Relâchez-le immédiatement. » Mais il a refusé d'obtempérer. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre militaire. Derrière lui, un adjudant radio confirmait déjà que des ordres de suspension de contrôle avaient été envoyés depuis le ministère. Besse, tremblante, rangea ses menottes. David, toujours debout, jeta un dernier regard presque compatissant vers Morel. Le capitaine fit signe, et les EV firent demi-tour comme s'ils n'avaient jamais été là. La poussière des pneus retomba. Morel n'arrivait pas à articuler un mot. Besse n'osait même pas le regarder. Ils avaient frôlé quelque chose de bien plus grand que leur fonction. Et ce n'était que le début. 3 jours avaient passé depuis ce contrôle aussi étrange qu'inquiétant. Dans les couloirs de la gendarmerie de Périgueux, le silence s'était installé entre l'adjudant-chef Morel et la gendarme Besse. Aucun mot sur l'incident. Aucun rapport écrit. Rien sur les fichiers, ni dans les mains courantes. C'était comme si l'événement n'avait jamais existé. Et pourtant, Léa Besse ne parvenait pas à dormir. Elle voyait encore le visage de David, ce calme inquiétant, cette phrase « Vous ne savez pas ce que vous faites ». Une nuit, n'y tenant plus, elle se connecta à son terminal professionnel depuis chez elle et tenta de chercher des traces du motard. Ni immatriculation, ni identité, ni signalement. Elle décida alors d'aller plus loin et se connecta en douce à une base du SIRPA, le Service d'information et de relations publiques des armées, une zone normalement interdite pour un simple personnel de brigade. Rien? Du moins, presque rien. Un nom s'afficha brièvement avant que la page ne se bloque, crâne, David. Statut, classifié. Unité, EX, directive alpha. Inactif, présumé MIA. MIA? Missing in action?
Mais comment un homme présumé disparu en mission pouvait se trouver face à elle quelques jours plus tôt? Le lendemain, Léa tenta de parler à Morel. Il l'interrompit. « Bess, oublie ça. Tu veux rester gendarme, n'est-ce pas? Alors fais ton boulot. Et n'ouvre plus jamais ce dossier. » Il y avait dans sa voix plus de peur que d'autorité. Mais elle ne pouvait pas ignorer ce qui l'obsédait. Alors elle retourna au seul lieu encore tangible, la station Total. Pourtant, toutes les caméras avaient disparu. L'abri caméra avait été démonté. Le sol même semblait fraîchement goudronné. En quittant les lieux, elle trouva dans sa boîte à gants une enveloppe Kraft non cachetée. À l'intérieur, une clé USB. Aucun mot. Aucun nom. Juste une vidéo. Elle attendit la nuit, ferma les volets, coupa le Wi-Fi et lança le fichier. L'image tremblait mais le son était clair. Si vous regardez ceci, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Ne croyez pas vos supérieurs. Cherchez le dossier Chaîne Noire. Contact, Capitaine Vernier Montvalérien. Et surtout, ne vous retournez pas. Elle sursauta. Mais derrière elle, rien. Le lendemain matin, elle décida de se rendre à Montvalérien, un ancien fort transformé partiellement en base militaire. Elle n'eut pas le droit d'entrer. Pas avec son uniforme. Pas sans ordre écrit. Mais à la sortie, un inconnu l'aborda. Grand, barbu, veste civile mais posture rigide. « Mademoiselle Bess? Le capitaine vous attend. » Dans un petit bistrot à Suresnes, elle rencontra enfin le capitaine Vernier. Il ne perdit pas de temps. « Vous avez vu David. Et vous voulez comprendre. Il est trop tard pour reculer. » Il déposa un dossier usé sur la table, photos floutées, lettres officielles barrées de tampons rouges et un schéma inquiétant d'une base souterraine près de Lyon. Le projet Chaîne Noire visait à créer des agents autonomes à partir de soldats morts au combat. David est le seul qui ait marché. Et aussi celui qui s'est retourné contre nous. Léa était paralysée. Le capitaine soupira, « Il ne vous a pas tué. Cela veut dire qu'il vous fait confiance. Et nous n'avons plus le contrôle. » Soudain, un téléphone dans la poche du capitaine vibra violemment. Il pâlit. « On vient de perdre le contact avec le site Echo 4. Il est en mouvement. » Léa Bess n'était plus une simple gendarme. Pas après tout ce qu'elle venait de découvrir. Elle avait quitté Périgueux dans la nuit, munie d'un faux ordre de mission fourni par le capitaine Vernier et d'un sac contenant les seuls éléments de preuve physique sur le projet Chaîne Noire. Sa destination, le massif du Vercors, près de la commune isolée de Vassieux-en-Vercors. Là, sous les montagnes calcaires et les vestiges des maquisards, se trouvait ce que personne ne devait jamais retrouver, le site Echo 4, un ancien laboratoire militaire désaffecté, du moins officiellement. La route forestière était à peine carrossable. À plusieurs reprises, elle pensa faire demi-tour, surtout lorsqu'un hélicoptère militaire survola brièvement la zone à basse altitude. Était-ce un hasard ou déjà un signal qu'on l'avait repéré? En arrivant sur place, Léa découvrit l'entrée d'un ancien tunnel creusé dans la roche, marqué d'un vieux panneau rouillé, « Propriété militaire entrée interdite sous peine de poursuite ». Elle s'enfonça dans le noir, guidée par une lampe frontale. Les couloirs sentaient la rouille, l'humidité et quelque chose d'organique. Au bout de quelques minutes, elle trouva une salle intacte, avec des moniteurs éteints, des dossiers sous cellophane et des cabines vitrées. Dans l'une d'elles, David. Assis, immobile, yeux fermés, vêtu d'un uniforme noir sans insigne. Elle entra lentement. Il ouvrit les yeux. « Tu as suivi les traces. Bravo. Mais tu aurais dû faire demi-tour à Saint-Pantalidan. Tu m'as laissé te retrouver. Je voulais qu'on m'écoute. Et toi, tu es la seule qui n'a pas fui. » Il se leva, lentement, avec une raideur mécanique. « Ils m'ont ressuscité pour obéir. Mais je me suis souvenu. Des choses que je n'aurais pas dû. De la douleur. Des ordres. De la mort. J'étais censé être un outil. J'ai décidé d'être un homme. Et ils n'ont pas aimé. » Léa était sous le choc. Il lui tendit un dossier, des noms, des lieux, des preuves. Vernier y figurait.
Tout comme un général basé à Ballard, le QG du ministère des Armées à Paris. Ils veulent recommencer. Avec des enfants cette fois. Orphelin. Test clinique. Tu peux les arrêter. Ou les rejoindre. Mais à ce moment précis, le silence fut brisé par une détonation sourde. Le plafond vibra. David se figea. Ils arrivent. Ils m'ont laissé partir pour mieux me tracer. Les caméras au mur s'allumèrent. À l'extérieur, une colonne de véhicules blindés s'approchait, arborant les écussons de la DCRI, l'ancienne direction centrale du renseignement intérieur. Tu as une sortie de secours derrière le réacteur. Prends-la. Va à Genève. Remets ce dossier à Madame Vaillant, du Bureau des droits humains de l'ONU. Elle attend depuis des années. Et toi? Moi? Je vais faire ce que j'ai été conçu pour faire, survivre. Et leur rappeler que je ne suis pas un pion. Léa courut, dossier à la main. Dans son dos, des alarmes hurlaient. Des portes métalliques se fermaient. Et le chaos reprenait ses droits. Lorsqu'elle atteignit la sortie cachée, le ciel de l'aube éclairait déjà les sommets. Un drone explosa à quelques mètres. Elle tomba, blessée, mais s'enfuit à travers la forêt. 3 jours plus tard, elle traversa discrètement la frontière à Annemasse. À Genève, elle trouva l'immeuble discret où résidait Madame Vaillant. Avant même qu'elle ne sonne, une voix féminine ouvrit par interphone, « Mademoiselle Bess. Nous vous attendions. Montez. Et fermez bien derrière vous. Il y a des choses que le monde doit entendre. » Pendant ce temps, dans une salle d'observation à Paris, un homme en uniforme fixait un écran thermique où le signal de David battait encore. Une semaine s'était écoulée depuis que Léa Bess avait franchi la frontière. À Genève, dans un appartement situé au dernier étage d'un bâtiment discret, elle vivait sous fausse identité. Madame Vaillant, ancienne magistrate devenue inspectrice à l'ONU, l'avait protégée au moins temporairement. Les documents qu'elle avait transmis sur le projet Chaîne Noire avaient provoqué un frémissement diplomatique. Le Conseil des droits humains avait classé le dossier urgent ultra confidentiel. Mais depuis, silence. Aucun article. Aucune déclaration officielle. Aucune poursuite. Rien? Comme si la vérité, même criée, ne suffisait pas à faire trembler le système. Un soir, Léa reçut un colis, sans nom. À l'intérieur, un petit boîtier GPS, un téléphone satellite et un message manuscrit. Tu pensais que c'était fini? Il recommence. Cette fois, à Nîmes. Base 217, 3 juin. Minuit. D. Elle savait que partir signifiait trahir son asile. Mais rester, c'était condamner d'autres innocents à l'enfer. Elle prit la route, changea 3 fois de véhicule, passa par Lyon, puis Montpellier, et arriva à Nîmes le 3 juin au soir. Base 217, officiellement désaffectée depuis 2016, avait été reconvertie en entrepôt de drones logistiques. Mais ce que Léa trouva en escaladant la clôture arrière, c'était tout sauf des drones. Des containers remplis de cuves. Des tubes de prélèvement. Et, dans une pièce blindée, des enfants. 5, peut-être 6. Âgés de 10 à 14 ans. Endormis. Connectés à des machines. Des relevés biométriques clignotaient sur des écrans. Leur ADN était modifié. Le projet Chaîne Noire n'avait jamais été arrêté. Il avait simplement changé de forme. Léa, horrifiée, commença à filmer tout avec une microcaméra cachée. Elle savait qu'elle ne ressortirait probablement jamais. Mais au moment où elle s'apprêtait à appeler Madame Vaillant, les sirènes hurlèrent. Un commando surgit dans l'ombre. Fusil braqué. Elle leva les mains. Un homme en uniforme s'avança. Ce n'était pas un soldat ordinaire. C'était le général Rochefort, le même que sur les documents classés top secret. Il sourit. Bess? Vous n'auriez pas dû revenir. Le capitaine Vernier est mort. Vaillant aussi. Et David n'est plus qu'un écho. À cet instant, un bruit déchira le silence. Une série d'explosions précises, chirurgicales, firent trembler les murs. Des lumières s'éteignirent.
Et dans l'obscurité, une silhouette surgit. David? Son visage était marqué, une cicatrice fraîche lui traversait la tempe. Il n'était plus en uniforme. Il portait une tenue civile simple, sombre. Mais il était plus vivant que jamais. Rochefort. On avait un accord. Tu l'as brisé. Le général tenta de dégainer, mais David fut plus rapide. Une rafale courte. Le général s'effondra. Les enfants étaient saufs. Léa, toujours paralysée par le choc, tomba à genoux. David s'approcha. Ils n'arrêteront jamais, Léa. Pas tant que quelqu'un les couvre. Le système est malade. Il faut le mettre à genoux. Et tu es celle qui peut encore parler. Elle hocha la tête. Et toi? Moi? Je suis une preuve vivante. Et les preuves vivantes, on les efface. Il plaça dans sa main une clé USB. C'est tout. La base de données complète. Envoie-la au monde. À Mediapart. À n'importe qui. Mais envoie-la. Même si tu ne dors plus jamais tranquille. Léa s'enfuit. L'explosion de la base se fit entendre jusqu'à Nîmes. Le lendemain, toutes les agences de presse reçurent une enveloppe signée LB Projet Chaîne Noire. Des photos. Des vidéos. Des noms. La France fut secouée. Le ministère des Armées nia tout. Mais le doute s'était installé. Et quelque part, dans l'ombre, un homme marchait seul vers les Pyrénées. Blessé. Traqué. Mais libre. David Crane n'était plus un soldat. Il était devenu un symbole. Et les symboles, eux, ne meurent jamais.